En 2020, près de 30 000 personnes ont été secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte aujourd'hui 9 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans la saison 2 de Canal 16, une série de podcasts inédits de la SNSM, dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode, le jeune Éloine nous raconte une sortie en catamaran qui tourne mal et les difficultés à rejoindre le port à la nuit tombée. Je m'appelle Éloine, j'ai 18 ans, je suis né en Nouvelle-Calédonie où j'y ai vécu. J'ai toujours eu un lien assez proche avec la mer, comme on est sur une île entourée d'un lagon magnifique, où on a l'habitude de naviguer. Déjà petit, j'ai fait souvent des stages de voile. Puis en 2009, avec mes parents, nous avons fait une partie du chemin pour ramener notre bateau, un catamaran d'une quinzaine de mètres qui venait d'être construit en Belgique. Donc j'ai navigué de Quiberon jusqu'aux Antilles. Et depuis quelques mois, je me suis remis à la voile légère, où j'ai appris entre guillemets à naviguer sur ces petits bateaux sportifs très maniables et qui pardonnent pas toujours. Fin juillet, là-bas en Nouvelle-Calédonie, c'est l'hiver, ou plutôt la saison fraîche, comme on aime le dire. L'air est à une vingtaine de degrés, l'eau un peu plus fraîche, faisant autour de 18. Et je décide de sortir en mer parce que je sais que je vais bientôt partir en France pour les études. Ça va être mes derniers moments en mer. Et ce jour-là, depuis chez moi, il fait beau, la mer est calme, très peu de vent, limite pas assez pour moi. On a une météo clémente avec un vent qui va monter légèrement en fin de journée avec le coucher du soleil et la baisse de température, mais rien d'inquiétant, rien d'alarmant. Le fait est que la météo en Nouvelle-Calédonie n'est pas toujours très fiable du fait de l'absence de données météorologiques alentour. J'arrive au Cata Club, c'est un endroit où tous les bateaux de sport sont rangés. J'ai l'objectif de récupérer mon Dart 18. C'est un catamaran en polyester. Il a 2 coques reliées par 2 poutres, au milieu duquel on met un trampoline qui nous permet de nous asseoir dedans et de transporter du matériel. Donc il n'y a pas de moteur, on enlève tout ce qui est superflu. C'est un bateau de 18 pieds, donc 5,50 m environ, un mât de 8 mètres, qui fait 130 kg. Je suis un poids plume, mais dans des petites conditions, j'arrive à le tenir. Quand je pars seul, de manière générale, je reste dans la baie. Je sais qu'il y aura toujours du monde. Toujours un bateau à l'eau et toutes les 5-10 minutes, il y aura quelqu'un qui jettera un coup d'œil. Il y a quelques nuages, mais de l'autre côté, vraiment loin, sur le sud. Sinon, il fait un grand ciel bleu, il n'y a pas spécialement de danger à l'horizon, je suis confiant. Quelques minutes avant de partir, je vois arriver sur la plage un ami, Franck, qui navigue lui sur un autre bateau. Il voit que je vais sortir, il dit « attends-moi, dans un quart d'heure je suis prêt, on sortira ensemble ». On se met à l'eau tous les deux, on part chacun sur notre bateau, il doit être 16h30 je pense environ. On se dit on part et on revient pour le coucher de soleil. On préfère pas naviguer de nuit avec ce type de bateau, on n'est pas équipé du tout pour. Les conditions elles sont bonnes, voire faibles, il n'y a pas beaucoup de vent, on fait un bord ou deux dans la baie, donc on va faire 1 ou 2 traversées. On se rapproche de la sortie de la baie où les vagues sont plus joueuses et le vent qui rentre plus à cet endroit-là. Les conditions se sont un tout petit peu améliorées parce que c'était très faible. C'est plus simple pour naviguer, le bateau file mieux, avance mieux, il n'y a pas de vagues, très peu. Donc là on se dit il y a les conditions parfaites pour aller dans un temps record à l'Ever Prosperity. L'épave d'un bateau qu'on voit de loin, qui est sur le récif, qui est notre point de repère. C'est une navigation assez rapide, il y a 6-7 milles nautiques je pense, une dizaine de kilomètres. Moi j'y étais jamais allé personnellement, mais Franck y allait quasiment 2 fois par mois. Il prend un peu plus d'avance sur le départ, mais de toute façon on est toujours attentif à l'autre, qu'on soit devant ou derrière. Les 2 premiers tiers du chemin se passent parfaitement, le vent est juste ce qu'il faut, il augmente un tout petit peu, on a 8 nœuds bien établis. On arrive vers les 2 tiers, on voit bien l'épave, on commence à se rapprocher, je sens le vent se forcer, je ralentis un peu l'allure parce que je sens que je risque de dessaler. C'est-à-dire que le bateau risque de se coucher sur le côté, la grand voile dans l'eau. Franck a ralenti lui aussi, donc on continue à se suivre avec un bon écart. On n'est pas du tout à portée de voix. Il y a entre 50 et 70 mètres d'écart entre nous deux.
On arrive, il est 17h. On profite du coucher de soleil, 5-10 minutes. On boit un coup avec les 2-3 barres de céréales ou les bouteilles d'eau qui traînent respectivement dans nos pochettes sur nos trampolines. On discute un peu, je dis que je me sens confiant, mais il ne faut pas que ça augmente beaucoup plus parce que je suis pas sûr de pouvoir rentrer sans casse. On est parti depuis 5 minutes. Quand je me retourne et je vois Franck qui a dessalé. Une coque dans l'eau, une coque en l'air à la place du mât. Et le mât dans l'eau. Donc je fais immédiatement demi-tour et je le rejoins. Mais il se débrouille, il a toute sa petite procédure, c'est un habitué. Le dessalage, c'est quelque chose qui est récurrent sur de la voile sportive. La première chose qu'on apprend, c'est à ressaler. On a une procédure qui est assez simple en soi, mais qu'il faut connaître. On va faire le tour du bateau, on va décrocher toutes les voiles qui sont encore tendues, de manière à ce qu'elles puissent battre dans le vent. On va ensuite se mettre à l'avant du bateau, monter sur la coque qui est dans l'eau, mettre le bateau face au vent pour qu'une fois qu'il soit droit, ne se retourne pas dans l'autre sens. Et ensuite, on va utiliser un bout ou une corde en fait, la passer par-dessus la coque qui est en dehors de l'eau et se suspendre, tirer de toutes nos forces, faire bras de levier et remettre le bateau droit. Il finit par y arriver. On perd un quart d'heure, 20 minutes. Il est 17h20. La lumière commence à se baisser, mais le soleil brille encore. Faut rentrer avant la nuit. Tout ça nous a fait dériver. Et donc on reprend notre cap et on est un peu plus face au vent, donc un peu plus difficile de remonter le vent. Les conditions ont bien forci. Il y a environ maintenant 12-13 nœuds de vent avec des rafales à 15 nœuds. On a des vagues de 1 mètre, 1,50 m de creux. J'ai ralenti pas mal la puissance du bateau, ce qui est pour moi un cercle vicieux. Étant léger, je ne peux pas prendre beaucoup de vitesse, sous risque de dessaler, mais le fait de ne pas prendre de vitesse m'empêche de passer la vague en toute sécurité. Du coup, ça me freine et m'empêche de repartir avec de la vitesse aussi. Mais bon, on fait ce qu'on peut et on avance. Le soleil se couche, je dessale sur ces dernières lueurs. C'était ma plus grande peur et elle est arrivée, dessaler seule. Mon poids plume d'une 50aine de kilos ne me facilite pas du tout la tâche. C'est vraiment une histoire de poids pour remettre ce bateau droit. Il faut faire contrepoids de tout le poids de l'eau qui est sur la voile et de le poids du mât qui est de l'autre côté. 8 mètres d'aluminium, c'est quand même lourd. Il faut que je fasse bien attention à ne pas tomber du bateau. Le risque étant que les vagues vont repousser le bateau à la dérive. J'y ai déjà fait les frais quelques mois auparavant. J'ai pas une expérience très agréable de devoir nager derrière son bateau à la dérive, sachant pertinemment qu'on ne le rattrapera pas. Les vagues me déstabilisent, m'empêchent de rester bien droit sur cette coque lisse. Je donne tout ce que je peux, mais je suis visiblement pas assez lourd pour remettre ce bateau droit. Franck, qui était proche de moi, fait demi-tour, me passe son bout de remorquage. Avec nos deux forces combinées, il n'y a aucun souci, on le remet droit assez rapidement. Il est 18h, il fait nuit, ça devient vraiment compliqué. J'ai passé une bonne partie de ce temps dans l'eau, j'ai commencé à avoir froid. Je suis parti avec l'intention de naviguer quelques heures dans une baie fermée, donc équipé en conséquence. Un gilet de sauvetage bien sûr, des chaussures, une shorty, donc une combinaison néoprène qui s'arrête aux cuisses et en haut des bras, un t-shirt en duvet polaire entre guillemets, mais pas très épais, malheureusement. D'habitude, j'ai toujours un Cialume à bord, en cas de détresse. C'est des espèces de tubes fluorescents qui nous permettent d'être vus de loin de nuit. J'en ai cette fois-ci pas à bord, car la semaine d'avant, j'avais une compétition où j'ai enlevé tout ce qui était superflu. Pour le coup, ce n'était pas superflu, parce qu'un Cialume, c'est 10 grammes, et ça sauve des vies. J'allume ma lumière de mon téléphone, qui est dans une pochette étanche transparente, que je glisse dans la pochette ventrale de mon gilet, histoire d'avoir quand même une lumière sur le bateau, même si elle n'est pas très puissante, elle va se refléter un peu, et quelqu'un d'intentionné qui navigue pourra la remarquer si on est sur son chemin. Franck fait la même chose quasiment immédiatement. Je lui fais part de mon état, mais bon, on est tous les deux énervés, on a envie de rentrer, et on reprend la mer. On n'a aucun GPS nautique sur nous avec les cartes de mer, donc on se base sur les balises qui sont faites pour ça.
et sur les lueurs de la ville qu'on reconnaît. Mais la balise que Franck suit, donc que je suis aussi derrière lui depuis un petit moment, pour moi c'est pas la bonne. C'est la balise de l'îlomètre que je connais car les histoires d'échouages sur ces récifs sont nombreuses, qui est en vue de notre emplacement actuel entre nous et le club. Les conditions ont forci, on a un coup d'ouest qui est arrivé, on a 15 nœuds, bien établi, rafale 18-20 nœuds. Je commence à me sentir fatigué et j'ai froid. Je me fais violence, de toute façon il faut que je rentre. À ce moment-là, j'ai aucune autre idée en tête. On rentre. On est combatif, on peut y arriver. On arrive sur un platier, ça va être une étendue, un récif où des coraux vont se développer. Le platier de l'îlot Goéland. Un endroit où on peut marcher dessus. On a entre 2 mètres et 1 mètre, voire 50 cm d'eau. C'est un bateau qui a 50 cm tirant d'eau, donc ça peut le faire en fonction de comment il est chargé, si on arrive à bien zigzaguer. Le fait est que j'ai 2 safrans qui nous permettent de diriger le bateau, des sortes de gouvernails plantés dans l'eau à l'arrière. Donc j'en remonte un, au cas où il y en a un qui casse, j'ai toujours l'autre. Le bateau frotte sur le safran qui est encore dans l'eau, il se bloque d'un seul coup, il tourne violemment, les voiles poussent le bateau à se retourner. Je dessale une seconde fois, je pousse un cri, je suis terrifié à l'idée que mon bac se casse au contact des rochers. Je suis à l'eau, le bateau passe au-dessus de moi, il part à la dérive, donc je cours après, je réussis à monter dessus, et le bateau dérive rapidement. Je prends un grappin que j'avais eu la présence d'esprit de remettre à bord. Un grappin, c'est une petite ancre dépliable, mais pour le coup ça faisait quelques années qu'elle n'avait pas été dépliée. Donc je galère un peu à l'ouvrir, je la jette par-dessus bord, le bateau s'arrête et je crie. J'appelle Franck, puis je l'entends qui me suit. Il me voyait dériver au loin, il criait, il comprenait pas pourquoi je m'éloignais. Du coup on refait la même manip qu'on a fait un peu plus tôt, on remet mon bateau droit, en faisant bien attention cette fois-ci aux coraux autour, pour pas tomber sur une patate à fleur d'eau. On récupère chacun notre bateau et on décide de les tirer. On part face au vent pour essayer de rattraper notre dérive et de traverser ce platier à pied, ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus sécuritaire. Avec la lumière de nos téléphones, on voit sous nos pieds et allez, à 10 mètres devant nous. On voit l'eau, c'est le plus important, on sait sur quel cap se fixer, on a notre balise et on avance. Je commence à avoir sérieusement froid. On est éclaboussé en permanence. À ce moment-là, je décide d'envoyer un texto à ma mère. Je la signale que je sais pas encore quand je vais rentrer. On est là actuellement au début de ce platier. On a pour un moment de le traverser. Elle me dit bah d'accord, je reste près de mon téléphone. On reste en communication et je l'informe de s'il y a un problème. Elle me demande si ça va, je lui dis que oui, pour le moment ça va, mais que j'ai froid et je commence à émettre des doutes sur mes capacités. On traverse une bonne partie du platier, on arrive vers la fin, j'ai vraiment froid. Je suis fatigué, j'en peux plus. Il est 19h30, 19h45, ça fait plus d'1 heure qu'on marche sur ce platier, qu'on le traverse. La moitié du temps sur le bateau, l'autre moitié en marchant, c'est blessant, on se tord les chevilles, c'est pas facile. Je dis à Franck que ça va pas le faire. Il est énervé, je comprends, il en a marre, lui aussi, il veut rentrer. Il me dit, si, allez, on avance. On avance encore 5-10 minutes, on arrive vers la fin et je sais que dans 20 minutes, je suis plus sur le platier. Les conditions ne se sont pas améliorées du tout. Et puis je me dis que là, je sais où je suis. Si je quitte le platier et que je reprends la mer, je ne saurai plus où je serai. Surtout de nuit, sur un bateau qui potentiellement peut se retourner. Tandis que là, sur le récif, avec son ancre, il bouge plus. Je demande à ma mère d'appeler les secours. Je lui écris par message, je lui dis déclenche le MRCC. Le MRCC, c'est l'équivalent du CROSS en Nouvelle-Calédonie. C'est eux qui gèrent tous les moyens imaginables pour porter assistance aux personnes en mer. Je passe par ma mère pour prévenir les secours car elle a la chronologie de l'histoire. Elle sait où je suis, elle sait quel bateau j'ai, elle sait d'où je suis parti, elle a toutes les informations. Tandis que moi, au téléphone, c'est moins facile à expliquer. Moins de 5 minutes après, j'ai un coup de fil du MRCC qui comprend pas tout ce que je dis, mais il se rend bien compte qu'il me faut de l'aide. Ils me disent qu'ils appareillent en une demi-heure et qu'après il leur faut 40 minutes pour arriver sur place.
On voit la baie par laquelle sortent les bateaux du port, où je sais qu'est appareillée la vedette de la SNSM, donc on les guette un peu. J'essaie d'éclairer ma voile avec mon téléphone pour que la lumière se réfléchisse dans la voile et que ce soit plus facile à voir de loin. Je m'emballe aussi dans ma voile d'avant, histoire de prendre le moins de vent possible. Et je sors de l'eau, bien sûr. Physiquement, je suis épuisé, j'ai faim, mais j'ai surtout froid. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Même au ski, j'ai jamais eu aussi froid. Je ressens les premiers signes d'hypothermie. Je suis pas inquiet parce que je sais que les secours vont arriver. Je suis plutôt en colère contre moi-même. Je me dis, mais Elouane, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça aujourd'hui? Les secours doivent arriver, il est 20h30. Ils mettent la gyrophare bleue quand ils arrivent sur zone. Je vois le spot balayer quelques secondes le lagon avant de nous voir. Au moment où les sauveteurs arrivent, Franck, qui voit que je suis en sécurité, monte dans son bateau et part. Les sauveteurs hurlent, demandent qu'il s'arrête immédiatement. Il ralentit, il se retourne, il dit que non, ça va, qu'il n'a pas de souci, que lui il rentre au port. Les sauveteurs n'ont pas le temps de répondre et il est parti. Les sauveteurs arrivent, je les vois, je vois une petite annexe, un petit Zodiac mis à l'eau. Ils sont deux. Il y en a un tout de suite qui me fait monter dans le Zodiac pendant que l'autre tient mon bateau. Je suis immédiatement emballé dans une couverture de survie. Ils discutent quelques instants, l'un reste pour tenir le bateau, l'autre me ramène à la vedette. Là, des équipiers de pont et un médecin me prennent en charge. Je me déshabille, j'enlève mes affaires trempées. Je suis mis dans des couvertures de survie et réchauffé assez rapidement. Ils prennent ma température, ma tension, tout ce qu'ils peuvent prendre. Ils sont pas très inquiets. Je suis descendu en température, mais en début d'hypothermie, pas très très bas, mais je suis quand même à 35 degrés. Ils m'apprennent qu'il y a une ambulance qui m'attendra à l'arrivée pour être amené à l'hôpital, c'est la procédure. Que Franck, ils ont pu l'avoir au téléphone, qu'il est en chemin et qu'il refuse toute assistance, mais qu'ils le suivront au téléphone jusqu'à son arrivée. Quand on arrive au port, je sens que je suis réchauffé. De toute façon, je suis bien couvert. Ma mère est venue avec des vêtements chauds. J'arrive à l'hôpital, je suis remonté à 36,9, 37, donc je suis en pleine forme. Je rentre chez moi, il est 1h du matin. Le surlendemain, je passe au Cataclub, je vois Franck, on en parle. Il dit que j'ai bien fait, qu'il a mis 2 heures à rentrer et que effectivement, sur la fin, lui aussi se posait des questions. En fait, c'est ce que je redoutais au début, mais c'était bien la balise de l'hylomètre qui visait. Donc celle-là, il l'a eu assez rapidement, mais il a fallu la contourner. Dans temps normal, il y a 20 minutes, mais de nuit, avec un vent pas forcément très conciliant, le temps se multiplie assez rapidement. La mer est imprévisible. Il faut toujours prévoir un maximum de choses, et c'est pas toujours suffisant. Mais un équipement adapté et chaud, même dans des eaux tropicales, c'est pas exclu. Et il faut pas s'en blâmer, il faut plutôt apprendre de nos erreurs et le transmettre. C'est un peu bizarre à dire, mais pour moi la mer, elle est vivante. Elle a une âme, il faut pas la chercher. Si on la cherche, on la trouve. Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. N'attendez pas d'avoir une bonne raison de les soutenir. Faites un don sur snsm.org. C'était le premier épisode de la saison 2 de Canal 16, une histoire de la SNSM, racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos, avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Mollet, mixée par Ben Oriel et produit par l'Acme Productions.